8h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Le peuple marocain et la famille du mouvement national célèbrent aujourd'hui le 82e anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance. Un événement historique marquant l'épopée de la lutte pour recouvrer la liberté, la souveraineté nationale et parachever l'intégrité territoriale du royaume. Cannes 2025, l'aventure se poursuit pour les 4 équipes qualifiées aux demi-finales. À suivre de notre chronique, l'analyse des affiches du dernier carré de la compétition. Maroc, Nigeria, Égypte, Sénégal, 2 demi-finales, 4 géants du ballon rond et une Cannes qui fait vibrer tout un continent. La Cannes, ce n'est pas seulement du football. Les villottes deviennent des scènes culturelles à ciel ouvert. Les visiteurs de Rabat profitent d'une immersion culturelle au cœur des sites patrimoniaux de la capitale, initiée par la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, présidée par son Altesse royale, la princesse Lal Hasna. Un programme culturel riche à ne pas manquer jusqu'au 18 janvier. Bonsoir, avant de développer ces titres, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au sultan d'Oman, Sa Majesté Haytham Ben Tariq, à l'occasion de l'anniversaire de son accession à la magistrature suprême de son pays. Sa Majesté le roi a adressé un message de condoléances aux membres de la famille de feu Hassan Ouariarli. Le souverain affirme se remémorer avec considération les nobles qualités humaines du défunt ainsi que ses hautes compétences professionnelles dont il a fait preuve dans l'exercice des différentes fonctions qu'il a eu à occuper avec dévouement, responsabilité et patriotisme sincère et son attachement indéfectible au glorieux trône alawite. Le médecin personnel du souverain, le professeur Lahsen Belyamani, indique que Sa Majesté le roi Mohammed VI souffre d'une lombocytalgie mécanique associée à une contracture musculaire sans aucun signe de gravité. Ces douleurs au niveau du bas du dos nécessitent, selon la prescription du médecin personnel de Sa Majesté le roi, un traitement médical adapté et une période de repos fonctionnel. Puisse Dieu préserver Sa Majesté le roi, perpétuer sur lui les bienfaits de la santé. Le Maroc célèbre aujourd'hui le 82e anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance. À l'occasion de cette commémoration, Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 1371 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 1157 détenus, se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 23 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 1133 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit d'un détenu. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 214 personnes, se répartissant comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 69 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 9 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 124 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 11 personnes. Enfin, grâce sur la peine d'amende et le reliquat d'emprisonnement au profit d'une personne. En cette glorieuse occasion, Sa Majesté le roi a bien voulu accorder sa grâce à des détenus condamnés dans des affaires d'extrémisme et de terrorisme qui ont obtenu l'approbation royale après avoir officiellement exprimé leur attachement aux constantes et aux sacralités de la nation et aux institutions nationales, réviser leurs orientations idéologiques et rejeter l'extrémisme et le terrorisme. Ils sont au nombre de 15 personnes se répartissant comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine privative au profit de 9 détenus. Enfin, remise sur le reliquat de la peine privative au profit de 6 détenus.
C'était il y a 82 ans, la présentation du manifeste de l'indépendance, un souvenir mémorable de l'épopée de la lutte nationale pour l'indépendance et le parachèvement de la souveraineté nationale et de l'unité territoriale. Un document historique auquel 77 personnalités du mouvement national ont apporté leur signature dans un élan patriotique inédit et une symbiose entre le trône et le peuple. Évocation dans ce sujet de Khadija Jamali, Samir Barka, Abdel Ali Gnouni avec Youssef Mzani et Iman Ablou. Le manifeste de l'indépendance, un jalon essentiel de l'épopée de lutte pour la liberté, la souveraineté nationale et le parachèvement de l'intégrité territoriale. 82 ans se sont écoulés depuis la présentation de ce document qui illustre la symbiose du trône et du peuple, l'unité d'une nation face aux convoitises de l'occupation. La présentation du manifeste de l'indépendance a des liens directs avec la conjoncture internationale de l'époque. À l'aube des années 40, de nouvelles revendications politiques, sociales et économiques du mouvement national ont émergé, aidées en cela par les mutations géopolitiques au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut aussi une expression explicite de l'attachement du mouvement national au trône et au roi, symbole de la souveraineté du pays. En effet, Feu Sa Majesté le roi Mohamed V a profité de la tenue de la conférence d'Anfa en janvier 1943 pour inscrire à l'ordre du jour l'indépendance du Maroc. L'ambition de mettre fin au protectorat, formulée par le sultan Mohamed V à cette occasion, a alors obtenu le soutien du président américain Franklin Roosevelt, qu'il avait considéré comme juste et légitime. Dans le sillage de la dynamique internationale en faveur de la libération des peuples, un tournant qualitatif s'est produit dans le processus de lutte nationale et l'idée de présenter un document revendiquant l'indépendance est profilée à l'horizon sous l'impulsion de Feu Sa Majesté le roi Mohamed V. Ce document historique ne tardera pas à voir le jour, fruit d'une étroite coordination entre le souverain et les leaders du mouvement national. Le manifeste de l'indépendance est un document rédigé dans un langage diplomatique châtié qui détonne par son phrasé. Il ne dépasse pas une page et se caractérise par la clarté de ses revendications et la force de la thèse marocaine, passée de la phase des réformes à la revendication de l'indépendance sans embâge, ce qui révèle la conscience politique de l'élite de l'époque. La CAN continue et entre dans sa dernière ligne droite, plus qu'une semaine avant la grande finale. Sur les 24 nations africaines en lice au départ, elles ne sont désormais que 4 en course pour le sacre continental. Et les favoris sont au rendez-vous pour ces demi-finales. L'équipe nationale tient pleinement son rang devant son public à domicile. Les Lions de l'Atlas avancent avec caractère après leur victoire maîtrisée face au Cameroun en quart de finale. Les Lions s'apprêtent à disputer un choc très attendu face au Nigeria, tombeur de l'Algérie hier. Dans l'autre demi-finale, le Sénégal, champion en titre, poursuit plutôt son parcours après avoir écarté le Mali. Les Lions de la Teranga retrouveront l'Égypte victorieuse face à la Côte d'Ivoire. On décortique tout ça en compagnie de Boubkar Benrabrit et son invité Junior Binyam. Bonsoir messieurs. Bonsoir Marim. On y est, les demi-finales, c'est dans 3 jours. Cette CAN entre dans sa phase décisive.
Effectivement, Mariam, il faut dire que les quarts de finale ont tenu toutes leurs promesses, 4 affiches et une constante. Et il faut dire que les meilleurs sont aujourd'hui dans le dernier carré, dont le Maroc, grand favori. Maroc-Nigeria donc, et Sénégal-Égypte, 2 très belles affiches. Chacune de ces équipes a déjà inscrit, il faut le dire, son nom au palmarès de la compétition. Le Maroc confirme donc son statut de favori grâce à une montée en puissance du 11 national marquée par un équilibre collectif, une rigueur tactique et une efficacité dans tous les moments clés. Mais félicitations bien sûr au 11 national, mais un en particulier, Brahim Diaz, qui s'impose clairement comme l'homme fort du Maroc et de cette CAN. Le Madrilène illumine la compétition de son talent en ayant inscrit son 5e but en 5 matchs. Il faut dire, c'est du jamais vu. Et pour nous en parler, nous avons sur le plateau ce soir Monsieur Junior Bignam, journaliste sportif camerounais et ex-directeur de la communication à la CAF. Vous êtes présent au Maroc, bien entendu, pour la couverture de l'événement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, des demi-finales qui se distinguent surtout par donc un plateau très relevé et la présence de 5 ballons d'or africains. Il s'agit de Achraf Hakimi, Ademola Lookman, Victor Osimhen, Sadio Mané et Mohamed Salah. La CAN 2025, il faut dire, est une édition particulièrement prestigieuse et, nous le disions, relevée. Oui, on constate de toute façon que la hiérarchie est respectée à une exception près. Si on considère le dernier classement FIFA qui remonte au 21 décembre 2025, on avait dans l'ordre pour l'Afrique le Maroc, le Sénégal, l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria. Donc la petite anomalie serait peut-être que l'Algérie n'y soit pas et qui a été sortie par le Nigeria. Donc on retrouve parmi les 4 demi-finalistes des équipes du top 5 africains. Et si on remonte au niveau des quarts de finale, on verra que pour l'essentiel des équipes présentes en quart de finale, c'est des équipes du top 10. Donc la hiérarchie a été respectée. Et nous devons également intégrer que le classement FIFA a une consolidation des résultats sur la durée. Donc on n'a pas eu de génération spontanée, on n'aura pas un nouveau vainqueur de la CAN. Ce sera forcément une équipe qui l'a déjà remporté. Et du point de vue du jeu, je pense que ceux qui sont là ont mérité d'être là. Il n'y a pas une présence qui soit usurpée. Et surtout que les meilleurs du continent ont franchi d'ailleurs le premier tour, c'est-à-dire les 8e de finale. Et comme il fallait un gagnant et un perdant, donc... Non, très logiquement, je l'ai déjà dit, pour les quarts de finale, on a eu pour l'essentiel des équipes qui font partie du top 10 africain. Donc personne parmi les 4 demi-finalistes n'usurpe sa position, que ce soit par son histoire, que ce soit par sa trajectoire sportive sur les dernières années, que ce soit par sa performance sur la compétition. Alors vous avez suivi certainement de nombreux matchs au cours de cette 35e édition de la CAN. Le Maroc confirme sa montée, il faut le dire, en puissance. Il a démontré depuis son premier match de la CAN, c'était face aux Comores. Le Maroc a livré une prestation maîtrisée avant de rallier le dernier carré. Le Maroc confirme donc son statut de favori. Oui, le Maroc a eu du mal à porter son statut de favori. Il faut l'admettre aussi parce que son entrée en compétition n'a pas été aussi tonitruante que les supporters l'auraient espéré. On a même eu un moment des sifflets qui ont été déplorés par les joueurs eux-mêmes. Mais je pense que lors du match contre le Cameroun, on a réappris, on a revu un peuple qui pousse derrière. Parce qu'une CAN, ça se gagne sur le terrain, mais ça se gagne en dehors aussi. Donc le Maroc a su hausser son niveau pour se mettre au niveau de l'adversaire qui était le Cameroun et devra hausser un peu plus son niveau encore pour être au niveau du Nigeria, qui est déconcertant de puissance offensive. Donc il faudra tactiquement répondre également à cette menace qui se profile à l'horizon pour le pays hôte pour espérer rééditer l'exploit de 1976 et avoir enfin cette deuxième victoire après laquelle le Maroc court et pour laquelle la dernière fois qu'elle s'en est approchée, c'est la finale de 2004, si mes souvenirs sont exacts. Oui, effectivement, mais le Maroc a réussi un autre pari, c'est celui d'être en demi-finale et mercredi. Donc en demi-finale mercredi, de remporter peut-être le trophée dimanche. Mais un autre pari, c'est celui de l'organisation et des infrastructures sportives. Je pense que c'est l'une des meilleures CAN, si ce n'est la meilleure CAN organisée depuis. On n'en entendait pas moins du Maroc pour la longue attente également, parce que le Maroc est un des piliers, c'est une des places fortes du football africain et de l'Afrique tout simplement. Je décris toujours le Maroc un peu
comme cet arbre qui a ses racines foncièrement enfoncées dans le sol en Afrique, qui a un feuillage qui devient très abondant, qui permet de recouvrir toute l'Afrique de son ombre, mais qui a des fruits désormais qui tombent même de l'autre côté de la Méditerranée. Donc le Maroc doit rester cet arbre-là, ce pilier, et il le démontre. Moi, je suis de ma position bien placé pour voir les évolutions qui ont été accomplies. J'ai été en service à la CAF, comme vous l'avez mentionné, et j'ai été de toutes les équipes d'inspection qui sont venues au Maroc en 2014, quand le Maroc devait accueillir la CAN de 2015. Donc je suis bien au fait des transformations qu'on a pu voir sur des stades comme Tanger, sur des stades comme celui de Rabat, de Marrakech. Bon, le sud de Marrakech, il n'a pas beaucoup changé, mais on nous promet des changements pour après la Coupe d'Afrique des Nations dans la perspective de la Coupe du Monde. Donc, l'autre élément également, un des reproches qu'on a souvent fait à la CAN, c'était la qualité des pelouses. On n'a pas eu toujours une météo clémente pendant la CAN. On a eu sur plein de stades des pluies qui ont souvent été des facteurs qui endommagent considérablement les pelouses, mais on n'a vu aucune marque de ces intempéries sur les pelouses, c'est-à-dire qu'elles sont restées en très bon état malgré les pluies et elles ont permis d'avoir le spectacle qu'on a. Et c'est un point pour le... C'est un point pas que pour le Maroc, c'est un point pour toute l'Afrique, pour bien démontrer que l'Afrique a désormais l'expertise nécessaire pour se mettre au diapason et offrir au monde une Coupe du Monde du même tonneau que celle qu'on a eue en Afrique du Sud en 2010. Vous restez avec nous, évoquant le Maroc, le futur adversaire, donc le Nigeria, qui jouera donc la demi-finale mercredi. On va écouter, bien entendu, l'entraîneur du Nigeria, qui rend un grand hommage au coach des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, et qui se souvient surtout d'une lourde défaite du Nigeria face au Maroc. Nous l'écoutons. Quand j'étais joueur, j'ai pas beaucoup gagné contre le Maroc. Voilà, je me souviens d'un 4-0 en demi-finale de la Coupe d'Afrique. Voilà. Donc non, le Maroc, c'est une très grande nation du football. Et encore une fois, c'est un pays que j'aime beaucoup. Ça va être un grand match. Moi, j'ai envie que ce soit un match spectaculaire. J'ai envie que ce soit un match spectaculaire. J'ai envie qu'il y ait des buts. J'ai envie que les gens prennent du plaisir. Alors au lendemain de la victoire face au Cameroun, les Lions de l'Atlas ont repris les entraînements au complexe Mohamed VI de football à Marmora. Des séances sur le terrain axées sur le travail technico-tactique et un programme en salle principalement orienté vers la récupération afin d'aborder bien sûr le prochain match face au Nigeria dans les meilleures conditions. Solides collectivement, portés par un public incandescent, les Lions de l'Atlas ne sont plus qu'à 2 rencontres d'un sacre continental qui leur échappe depuis 1976. Pour la première fois depuis 2004, le Maroc donc atteint les demi-finales de la CAN et cette qualification symbolise surtout un retour au sommet. Alors, Junior Binga, le Maroc retrouve donc enfin le dernier carré de la Coupe d'Afrique. Un retour au sommet après le titre, nous le disions tout à l'heure, remporté en 1976. Il y a certes l'obstacle à franchir mercredi face au Nigeria, mais les Lions seront accompagnés surtout par un 12e homme, c'est-à-dire le public. Oui, je l'évoquais déjà, le public qui a été un peu timide au départ, qui pensait, et qui pense d'ailleurs de manière logique, on va dire, depuis que le Maroc a fini 4e en Coupe du Monde, que le Maroc devrait dominer de la tête et des pieds tous ses adversaires, surtout ceux qui sont sur le papier, comme les Comores lors du match d'ouverture, moins cotés que le Maroc, mais ils comprennent bien que la réalité du foot impose d'avoir du respect pour tous les adversaires et qu'il va falloir rester mobilisé, même dans les moments de doute, autour de cette équipe pour qu'elle atteigne l'objectif final. Je voudrais quand même relever, tout à l'heure vous aviez diffusé un élément d'Eric Schell, je voulais relever une chose sur laquelle on ne met peut-être pas suffisamment l'accent, c'est qu'on a en demi-finale 4 équipes africaines qui sont entraînées par des techniciens africains. Pour moi, il est très important de toujours mettre l'emphase sur ces aptitudes africaines, la valorisation du capital humain, la valorisation des ressources africaines et des compétences africaines. Je pense que le Maroc en administre la preuve chaque jour un peu plus. J'ai d'ailleurs lu et appris que l'essentiel des travaux
qui avaient été réalisés pour cette CAN l'ont été par des entreprises marocaines. Ça veut dire que l'expertise, il ne faut pas toujours aller la chercher ailleurs. Elle est de qualité et de très bonne qualité en Afrique. On le voit sur le terrain et en dehors. Donc il était important pour moi de le relever et bien sûr de souhaiter que le Maroc soit porté parce qu'une victoire à la CAN, c'est le souffle de tout un pays que les joueurs doivent ressentir. Et ils ne seront pas que 11 sur le terrain s'ils doivent la gagner. Il faut que tous les millions de Marocains les accompagnent. Alors, Junior Bignayam, vous restez avec nous. On va revenir sur les deux rencontres, les deux affiches d'hier. Dans l'un des chocs les plus attendus, le Nigeria a dominé l'Algérie, donc 2-0 avec autorité. Solide défensivement et tranchant en transition, les Super Eagles ont parfaitement exploité les espaces laissés par les Fennecs. La sélection algérienne en difficulté a été contrainte de défendre tout au long de la première mi-temps. Au retour des vestiaires, eh bien, les Super Eagles ont débloqué la situation dès la 47e minute, ouvrant le score par l'intermédiaire de Victor Osimhen. Poursuivant leur pressing offensif, les Super Eagles sont parvenus à doubler la mise à la 57e minute grâce à Aker Adams qui a profité d'une perte de balle algérienne au milieu de terrain et d'une transition rapide parfaitement exploitée. La domination nigérienne est restée nette jusqu'au coup de sifflet final. Et enfin, l'Égypte a une nouvelle fois démontré son savoir-faire historique dans les grands rendez-vous en éliminant la Côte d'Ivoire, 3-2, dans une rencontre, il faut le dire, tendue et ouverte. Les Pharaons ont su faire preuve de réalisme et de sang-froid. L'Égypte a ouvert le score très tôt par le biais de Omar Marmouche dès la 4e minute, avant de doubler la mise grâce à Rami Rabia à la 32e minute. La Côte d'Ivoire est arrivée à réduire l'écart à la 40e minute à la suite d'un but contre son camp. En seconde période, Mohamed Salah, encore lui, a inscrit le 3e but égyptien à la 52e minute avant que la Côte d'Ivoire ne revienne une nouvelle fois au score grâce à Doué à la 73e minute. Score final donc 3-2. Et puis le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Faye, a estimé que des erreurs commises à des moments décisifs ont conduit à l'élimination de son équipe. Nous l'écoutons. Au-delà des erreurs qu'on a faites, c'est des erreurs qui sont tombées à des moments vraiment, vraiment charnières. Cette erreur dès le début du match, quand vous jouez contre l'Égypte. Vous savez qu'eux, ils aiment les cadeaux. Vous savez que si vous leur faites le moindre cadeau, ils vont vous punir directement. Et le fait de commencer le match en écassant un but assez rapidement, ça nous a handicapés. Surtout que le deuxième est venu peu de temps après. Donc on a mis du temps à rentrer dans le match, réellement. Et on a réagi sur la fin de la première mi-temps en revenant à 2-1. Mais je pense que le moment charnière du match, ce qui nous coûte l'élimination aujourd'hui, c'est ce 3e but. Il vient au pire moment pour nous. Comment réagissez-vous à la déclaration de l'entraîneur ? J'ai eu la chance d'assister au match hier à Agadir. Effectivement, sa lecture, je la partage entièrement. L'équipe d'Égypte a laissé jouer la Côte d'Ivoire en attendant de pouvoir capitaliser sur les erreurs potentielles qui allaient être commises en s'adossant sur l'adresse de ses attaquants que sont Marmouche et Salah. Et ce scénario a fonctionné à merveille. Et je pense que l'Égypte est à craindre sur ce point-là. L'Égypte ne produit peut-être pas suffisamment de jeux, mais elle travaille tactiquement pour faire déjouer ses adversaires et accentuer ses points forts qui, comme je le disais, sont l'adresse et la vitesse de ses attaquants. Alors pour revenir au match de mercredi, de belles affiches, nous disions Sénégal-Égypte et puis il y aura Maroc-Nigeria. Parlez-nous un petit peu de cette rencontre Maroc-Nigeria qui s'annonce explosive et c'est peut-être une finale avant la lettre. Toutes les équipes, tous les matchs de quart de finale auraient pu être des finales. On a là les 4 nations parmi les meilleures en Afrique. Je vous ai donné le classement FIFA d'entrée de propos. Donc c'est un match
qui a une grosse charge historique parce que c'est des confrontations qui sont récurrentes. On a là deux géants d'Afrique et dans un contexte particulier, c'est que le Maroc joue à domicile, aura la pression de son public, comment les joueurs la digère. On a vu contre le Cameroun qu'il commençait à mieux la digérer. Il faut espérer également que défensivement, il puisse répondre à la puissance de feu nigériane parce que le Nigeria gagne certes 2-0 contre l'Algérie en quart de finale, mais l'addition aurait pu être plus salée et on a vu le Nigeria se créer un nombre incommensurable d'occasions sur ses précédentes rencontres parce que ça triplait d'attaque, Lookman, Accor et puis Osimhen, et derrière on a également, on ne le met pas assez en avant, Iwobi qui au niveau du milieu de terrain et dans la transition offensive du Nigeria fait un travail phénoménal. Donc le Maroc, et je pense que Regragui a su le faire déjà contre le Cameroun. On a vu que le Maroc avait très bien étudié le Cameroun, qu'on n'avait pas pu faire jouer Baleba, qu'on n'avait pas pu faire jouer Namasso, qui étaient un peu ceux à partir desquels le Cameroun offensivement commençait à se mettre en branle. Donc il va bien falloir trouver une réponse à l'armada offensive nigériane. Je pense que la défense marocaine a montré contre le Cameroun qu'elle pouvait hausser son niveau. Et puis devant, on a Brahim Diaz en état de grâce et on espère que la Providence, on espère pour le Maroc d'ailleurs que la Providence continuera à le porter et qu'il permettra au Maroc de revivre comme en 2004 une nouvelle finale de CAN en espérant la gagner à terme. Ça. Et juste un petit mot à propos de l'autre rencontre, Sénégal-Égypte. Sénégal-Égypte, match très ouvert. On donnerait avantage au Sénégal, mais il faut intégrer aussi que le Sénégal n'a pas eu une opposition de poids jusqu'ici. On a vu le Sénégal à 10 contre 11 pendant plus de 45 minutes face au Mali, ne pas vraiment dominer de la tête et des pieds le Mali. On a vu le Sénégal douter contre le Soudan. Donc le Sénégal aura là, à mon sens, sa première véritable opposition et tout dépendra de comment il réagira pour pouvoir battre l'Égypte et aller en finale. Mais sur le papier, on les donnerait favoris en recourant toujours au calendrier FIFA. On dirait que la finale logique serait Maroc-Sénégal parce qu'on aurait le premier contre le deuxième au classement FIFA, le 10e mondial contre le 16e si mes souvenirs sont exacts, quoi. Junior Bignam, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif camerounais et ex-directeur de la communication au sein de la CAF. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais également saluer la vision du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, parce que tout ce qui se fait là est la conséquence d'une vision, mais aussi la qualité des hommes qui sont appelés à implémenter. Comme je vous l'ai dit, j'ai fréquenté assidûment le Maroc depuis 2014 et j'ai vu comment un dirigeant fédéral, M. Legja, peut transformer une vision en réalité, déjà en le faisant au niveau d'un club et en transposant au niveau national. Je pense que c'est un exemple qui doit être dupliqué en Afrique pour que le football africain croisse véritablement. Et je suis doublement honoré d'être sur votre plateau pour un jour chargé d'histoire pour le Maroc, mais pour l'Afrique de manière générale, parce que la quête de la souveraineté pour l'Afrique est une quête constante et qu'elle ait été exprimée il y a 82 ans au Maroc ne fait pas que elle ne reste pas d'actualité pour l'ensemble des pays africains qui ne sont pas toujours regardés comme des pays autonomes jusqu'à date. Merci. On va rappeler juste très rapidement le programme. Donc Sénégal-Égypte, mercredi à partir de 18h, ça sera au Grand Stade de Tanger. Et puis Meriem, bien sûr, Maroc-Nigeria à 21h, ça sera au Stade Prince Moulay Abdallah à Rabat. Nous serons tous derrière les Lions mercredi. Boubkar, il faut dire qu'ils cartonnent aussi bien sur le terrain qu'à l'écran. Oui, effectivement, Meriem, la SNRT en particulier, les chaînes d'El Oula et Riyadia diffusées donc par TNT ont réalisé des taux d'audience exceptionnel. Le nombre de téléspectateurs a atteint 6 millions donc lors du match opposant le Maroc au Cameroun, avec une part d'audience de 25,9% selon des données de Maroc Métrie. Le contenu numérique de la SNRT réalise des chiffres tout aussi exceptionnels. Le contenu diffusé sur les plateformes d'El Oula et de Riyadia durant la Coupe d'Afrique des Nations a enregistré des records. Le nombre de vues a atteint 382 millions, touchant une audience estimée à 41,2 millions de personnes, tandis que l'ensemble de ces publications a généré, écoutez bien, 915,8 millions d'interactions selon les données. Un record d'audience qui ne devra pas se démentir, Boubkar, pour le match des demi-finales face au Nigeria mercredi. Qui devra sûrement augmenter d'ici mercredi. On l'espère bien. Alors, je vous remercie, Boubkar, pour cette chronique et on se dit à demain pour une nouvelle chronique.
la CAN ne se joue pas uniquement sur le terrain, elle se vit aussi en dehors des stades et partout dans les villottes. Épicentre de ce tournoi, Rabat met en place un programme culturel riche et diversifié jusqu'au 18 janvier. Un programme initié par la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, fondation présidée par son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna. Ce programme propose aux visiteurs de la capitale toute une programmation de visites guidées gratuites, des sites classés patrimoine mondial, mais pas que. Découverte dans ce reportage de Abir Milouki avec le récit de Zakaria Moukimbila. Au siège de l'ancien palais de justice de Rabat, une exposition inédite attire l'attention des passants. Une fois à l'intérieur, le visiteur se voit offrir une visite guidée par des bénévoles de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat. Intitulée L'Afrique, patrimoine du monde, voyage à travers les paysages, les civilisations et les songes, l'exposition invite le visiteur à la découverte de sites du patrimoine mondial africain. Cette exposition rentre dans le cadre de la mission de la Fondation qui consiste à sensibiliser le grand public à la richesse et à la diversité que notre Afrique, notre beau continent dispose. Cette exposition propose un parcours avec un très beau voyage dans les paysages de l'Afrique. Des outils numériques sont proposés et des photographies parfaitement sélectionnées. Cette exhibition se tient à l'occasion de l'organisation au Maroc de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Une invitation au voyage à travers photographies, panneaux d'interprétation et dispositifs numériques interactifs. Depuis le début de la compétition footballistique, les bénévoles de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat sont à pied d'œuvre. Leur rôle, assurer des visites guidées gratuites dans plusieurs sites de Rabat classés patrimoine mondial, au profit des visiteurs marocains et étrangers et des supporters sportifs. On s'est rendu dans la ville pour visiter et c'est une très belle opportunité pour nous, les MRE notamment, qui n'ont pas toujours l'opportunité de visiter d'autres villes parce que moi je suis pas originaire de Rabat, je suis du sud du Maroc vers Ouarzazate, Stenrer, et donc c'était la première fois que je me rendais donc à Rabat et donc c'est l'occasion de voir la Casbah. Et là on a appris qu'il y avait des initiatives avec des guides pour pouvoir faire des visites qui sont gratuites et donc je trouve que c'est une très belle opportunité pour nous d'en apprendre un peu plus sur la culture de notre pays d'origine. Je pense que c'est une bonne initiative de pouvoir compter sur les indications d'un guide et de faire connaître les monuments aux visiteurs. L'expérience nous permet d'apprécier les sites historiques d'une autre façon. Nous accompagnons les touristes dans leur visite des sites historiques de Rabat. Ici, à la Casbah des Oudaya, nous leur prodiguons des informations sur son histoire et son importance. À travers ce programme, la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat veut contribuer au rayonnement culturel de la ville de Rabat, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'idée est également de faire de la cité un haut lieu de rencontre et de dialogue et de faire connaître les richesses culturelles du continent africain. Et nous en parlons avec l'exécutive manager de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, Madame Yousra Nour. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Mariam, bonsoir. Alors la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat s'associe à la CAN. Vous avez mis en place tout un programme culturel, nous venons de le voir dans le reportage. En quoi consiste-t-il au juste et quel est son objectif ? Bien sûr, alors du coup, à l'occasion de l'organisation de la CAN 2025 par le Royaume du Maroc, la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, présidée par son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, organise un programme culturel riche et diversifié qui est destiné à toute catégorie d'âge et aussi aux riverains comme à tous les visiteurs qui viennent poursuivre les matchs ici passés à Rabat. Et ce programme, il se déploie autour de 3 initiatives majeures. Donc nous avons une exposition, nous avons des visites guidées et un podcast. Donc pour l'exposition, nous avons une exposition sur le patrimoine mondial en Afrique qui se trouve à l'ex-palais de justice de Rabat, donc sur l'avenue Al Abdallah, et c'est une exposition qui est en partenariat avec l'UNESCO et la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, ainsi que Rabat Région Patrimoine Historique. Et donc c'est une exposition qui a pour but vraiment de faire découvrir les sites inscrits patrimoine mondial en Afrique, vu que voilà, l'Afrique est vraiment l'invité et au centre, exactement. Et donc, et aussi où nous avons les visites guidées, ce sont des visites guidées gratuites, dans le cadre de l'initiative de volontariat pour le patrimoine mondial de l'UNESCO.
et que la Fondation a organisé avec ses partenaires, qui sont organisés tous les week-ends à Rabat, sur les 8 sites inscrits patrimoine mondial de l'UNESCO à Rabat. Et nous avons en dernier lieu un podcast qui est dédié à la mémoire sportive. Et ce programme donc élargi sur toute la capitale fait la part belle à la richesse culturelle et patrimoniale de Rabat, la capitale inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Dans quelle mesure cette initiative contribuera-t-elle à la promotion du patrimoine de Rabat auprès des visiteurs et des supporters venus de toute l'Afrique, mais également de tous les continents? Alors justement, ces initiatives rentrent principalement dans les 3 missions principales de la Fondation, qui sont l'éducation, la sensibilisation et la fédération des acteurs. On va parler par exemple des visites guidées, où on a un nombre d'acteurs qu'a fédéré la Fondation pour justement former les bénévoles. Donc on a avec nous l'Université Mohamed V, l'Université internationale de Rabat, l'École nationale d'architecture, l'INSAP, l'IAV, donc fédérer tous ces partenaires fait que justement le patrimoine est un sujet qui est à tous, et donc sa sauvegarde est la mission de tout acteur. Exactement. Et donc dans aussi un souci de démocratisation de la culture et de la facilitation de l'accès au patrimoine, la Fondation a organisé ces visites qui sont destinées et facilitées au grand public en vue de leur faire découvrir toutes les formes d'expression du patrimoine, que ce soit matériel, immatériel ou paysager. Il y a aussi l'échelle de l'intervention de la Fondation qui est non seulement locale justement au niveau de la capitale, mais que pour que la capitale soit aussi un espace de diffusion et de facilitation de l'accès pour aussi d'autres sites patrimoine mondial en Afrique, comme c'est le cas au niveau de l'exposition. Et dans le prolongement de ce programme, vous avez proposé aussi un podcast, un format audiovisuel d'environ 28 minutes. Qu'avez-vous voulu y transmettre comme message aux internautes ? Alors déjà, ce qui est assez exceptionnel dans ce podcast, c'est que c'est un dialogue intergénérationnel. Donc on a de jeunes adolescents qui font un interview avec une figure sportive de 1976. Et donc le message passé, c'est justement que le patrimoine ou que la mémoire collective sportive ne peut être seulement vue comme une forme d'un objet qui est figé, mais surtout que c'est vivant. Donc nous ne sommes pas dans la nostalgie, nous sommes vraiment dans la transmission intergénérationnelle, et c'est la mission principale justement de la Fondation à travers l'éducation au patrimoine et par le patrimoine. Donc ce podcast met aussi la lumière sur de nouvelles formes d'expression du patrimoine, comme le patrimoine sportif et la mémoire aussi collective. Un patrimoine auquel nous invitons les visiteurs de Rabat de découvrir, et ça se poursuit jusqu'au 18 janvier. Je vous remercie Yousra Annour, executive manager de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, d'avoir répondu à nos questions. Et voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula. Merci beaucoup.